Bienvenue, chers auditeurs. Attention, cet épisode est le premier de deux interludes, prévus tous deux pour faire la transition entre la première partie de Néon et Opale et sa suite. Sans le contexte de la saison précédente, comprendre son déroulement sera impossible. Néon et Opale est une campagne horrifique et violente, un récit pouvant contenir des mentions de trafic humain, de gore, de violences sexuelles et de violences policières. Si un de ces sujets vous perturbe, nous vous invitons à stopper là votre écoute. Nous retrouvons Léon Castelli quelques jours après la virée nocturne durant laquelle il a retrouvé le corps de Sergueï Dinarov. Il s'apprête au cours de cette journée à faire face à sa hiérarchie pour une mystérieuse affectation, mais surtout à la seule personne capable de lui faire perdre ses moyens, son ex-femme. On ouvre notre histoire directement au moment où tu es en train de garer ta voiture dans les étages inférieurs du parking du Bastion. Après des semaines d'un orage qui couvait sur Paris, c'est sous la pluie que tu es entré dans les étages inférieurs. Ça fait maintenant quelques jours que ta dernière expédition nocturne, elle t'a conduit à découvrir le corps de Sergueï Dinarov. Et juste après ça, tu as reçu donc un mail de la direction de la brigade criminelle qui t'a enjoint de te rendre dans le bureau de Marc Varel pour discuter d'une affaire importante. Et c'est avec ça en tête, avec j'imagine beaucoup de pensées qui t'agitent, beaucoup de questions peut-être, que tu parcours les quelques mètres qui te mènent de ta voiture jusqu'à l'ascenseur qui va te mener aux étages de la brigade criminelle. Donc pendant que tu es en train de marcher, éclairé par les espèces de néons vacillants et verdâtres qui parcourent le parking, j'aimerais bien savoir comment ça va depuis la dernière fois. Autant que faire se peut. Je sais pas si chronologiquement, si ça se passera avant ou après, l'appel, et la discussion avec Audrey, mais il y a ça qui me trotte dans un coin de la tête, parce que, j'essaye de garder un semblant de visage paternel, auprès de ma famille. Donc ça me travaille, si ça se passe après, ça me travaille par rapport à ce qui a pu être dit, être fait. Si ça se passe avant, ça me travaille parce qu'il faut que je le fasse. Malgré les jours qui se sont passés, j'ai beaucoup ressassé, la mort de Sergueï parce qu'elle est pas de moi. Quelqu'un m'a clairement tendu un piège et du coup, ça pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on m'a grillé? Est-ce que c'était genre une punition interne des Butvazi contre un membre, qui avait trop fait parler de lui ou qui se faisait ou alors qui justement allait se faire choper donc ils ont préféré l'éliminer eux? Est-ce que c'est, quelqu'un d'autre? Genre est-ce que c'est une autre mafia qui est en train de s'attaquer aux Butvazi et donc du coup est-ce que je me retrouve pas moi, au milieu d'une guerre entre 2 mafias? Il y a ces questions-là qui se sont posées. La convocation urgente pour une affaire, à laquelle on m'a plus ou moins rien dit. Est-ce que j'ai vraiment, bien nettoyé derrière moi? Est-ce qu'il y a pas des soupçons qui commencent à peser? Est-ce que c'est pas ça la fameuse affaire et en fait dès que je vais passer la porte, on va m'attendre à 4, pour me passer les menottes? Donc voilà, il y a tout ça qui tourne un peu en boucle. Donc oui, donc des nuits agitées pas très agréables, beaucoup d'heures à ressasser des choses, à lire des dossiers et certainement aussi beaucoup de temps passé, sur des dictionnaires, français-russe et des sites internet de traduction pour essayer de traduire le carnet. Pour reprendre ce que tu disais sur Audrey, vous vous êtes carrément donné rendez-vous face à face, elle a insisté pour que vous vous voyiez. Donc elle t'a donné rendez-vous dans un café pas loin de la banlieue où elle habite avec Franck. C'est peut-être double peine pour toi parce que je sais pas depuis combien de temps tu n'as pas vu Audrey. C'est pas souvent que vous voyez face à face quoi. On se voit quasiment plus même. Il y a eu pendant quelque temps une période où on se voyait encore vaguement pendant les Noëls, et les anniversaires et en fait même ça a fini par sauter puisque même ça, moi je ne m'y présente plus depuis, facilement 4-5 ans probablement. Maintenant il y a juste, des cadeaux qui sont envoyés, ou qui sont déposés devant la maison mais moi je me présente plus trop vraiment en personne. Elle a plus rien à me dire, moi je sais pas quoi lui dire. Je sais que je dérange, quoi. Je dérange et en plus, c'est des gens que je veux quand même tenir à l'écart de ce qui pourrait se passer, dans le reste de ma vie. Donc oui, ça doit faire facilement peut-être, 1 an ou 2, voire plus, qu'on s'est pas croisés, quoi.
T'as toutes ces pensées et toutes ces ruminations, cette espèce de stress latent qui est en toi alors que tu rentres dans un ascenseur et que tu montes à l'étage qui va te mener au bureau de la criminelle puis au bureau de Marc Varel, que donc tu n'as jamais vraiment rencontré, vous avez dû vous croiser une fois ou deux mais pas plus. T'arrives rapidement dans l'open space qui compose les gros des bureaux de la criminelle. Les gens ont l'habitude de te voir donc ils te calculent pas trop. Mais au bout de quelques mètres, tu croises Valentin. Donc Valentin, c'est donc un collègue à toi, un très ancien collègue à toi, vous vous connaissez assez bien. Et vous avez tous les deux un passif assez marqué. Hein. C'est lui qui t'avait appelé au cours de notre dernière aventure pour te dire qu'il y avait des choses qui se tramaient. Donc Valentin, c'est donc un homme de 45 ans, la peau brune avec un peu de tache dessus, il a des yeux noirs perçants. Il dégage une très forte odeur de tabac parce qu'il fume clope sur clope dès qu'il en a l'occasion. Son crâne se dégarnit avec le temps. Tu soupçonnes que c'est un mélange de calvitie naturelle mais aussi de beaucoup de stress parce que t'es certain que c'est le genre à s'arracher les cheveux dès qu'il peut. Et quand il te voit arriver, il te fait un petit signe de tête entendu, il te fixe vraiment de son regard perçant. Il est en train de fouiller dans des dossiers sur son bureau. Tu passes juste à côté de lui, il te fait genre « Léon ?» Valentin. Et je lui rends son signe. J'ai pas spécialement d'antipathie pour lui, quoi. Je sais ce qu'on a vécu. Je sais que lui, c'est en train de le bouffer. Et en fait, je sais qu'un jour, il sera pas à son bureau et on va juste le retrouver chez lui avec une bastos dans la tronche où il se sera pendu, mais c'est un cadavre en sursis, quoi. Il était déjà brisé avant, il l'est encore plus maintenant. C'est un fantôme, quoi, le gars. Tu vois qu'il te regarde quand même avec un peu d'insistance, puis se replonge dans ses dossiers, finit par s'asseoir à son bureau. J'imagine que tu continues jusqu'à... Je fais un tout droit, je passe juste une furtive seconde dans mon bureau pour juste déposer mon manteau. En fait, essayer vraiment de garder cet aspect de normalité. En fait, j'essaie de jouer le rôle du flic blasé de base. Les dossiers qui s'accumulent et qu'on regarde à moitié. On arrive à fermer 2-3 enquêtes parce qu'on se donne pas trop la peine. Il y a ce masque-là à prendre et du coup, dans ce masque-là, il y a cette espèce de... pas de nonchalance, mais de côté, le Bastillon, c'est ma maison. Je suis convoqué d'urgence parce que, attention, il y a une grosse enquête. Il n'y a pas de souci, je vais venir, mais je vais pas me précipiter à la porte comme un petit clébard. Voilà, je vais d'abord aller dans mon bureau. Je pousse pas le vice jusqu'à me faire un café, mais je me dirige vers la porte du chef après avoir pris ce temps-là et avoir fait quelques signes de tête à d'autres collègues. De toute façon, personne te calcule trop. Hein. Avec le foutoir qui est en ville en ce moment, tout le monde est débordé et à ce stade-là, la police est tellement désorganisée en général. Et que Valentin qui t'a fait un petit salut de la tête, tous les autres, même les gens que tu connais vaguement, ne te calculent pas du tout. Il y a vraiment une grosse agitation. Tu traverses donc l'open space jusqu'à arriver face à la porte. Je fais le truc de tous les gens casse-couilles, je tape en ouvrant la porte. Du coup, tu ouvres la porte pour faire face à un bureau très sombre. En fait, il est pas éclairé. Dehors, le ciel est très lourd, orageux. Il pleut à seaux. Et en fait, dans ce bureau qui est assez grand, mais qui paraît petit parce qu'il est quasi dépourvu de lumière, la seule lumière qui rentre, elle vient d'une grande baie vitrée au fond, qui éclaire de l'arrière un bureau. Deux silhouettes que t'as du mal à discerner. T'as la pluie battante qui s'éclate contre la vitre. Et en fait, l'orage a commencé à bien péter. Donc de temps en temps, t'as un éclair violet qui paraît dans le ciel et qui éclaire fugacement la pièce. T'entends une voix sèche te dire fermez la porte, inspecteur Castelli. Chef, vous voulez me voir? Asseyez-vous, je vous prie. J'en profite pour jeter un coup d'œil à la deuxième silhouette, justement. T'arrives pas vraiment à discerner qui que ce soit dans cette espèce de pénombre. Au fur et à mesure, tes yeux s'habituent et tu reconnais la deuxième silhouette. Il s'agit de Pierre Blanc. Il a une cigarette à la main qu'il est en train de fumer nonchalamment. Il te fait un signe de tête. Salut Léon. Oh bah merde, Pierre. Et du coup, je lui tends la main. Il te la serre. Ça va depuis le temps? On fait aller, c'est la routine, quoi. Et toi alors, Homer, ça? Le chef va t'expliquer. Et du coup, effectivement, tu vois donc Marc Varel. Il te regarde avec un air un peu inquisiteur. Je regrette qu'on ne se soit pas présenté plus tôt, inspecteur Castelli. Votre réputation vous précède. Bon, je ne fais que mon travail, chef. Vous êtes un petit peu assagi ces dernières années, mais au vu de vos états de service pendant l'opération Panthère, je pense que c'est mérité. Oui, l'opération Panthère, ça a été un tournant, on va dire. Oui, j'ai cru comprendre que ces événements avaient beaucoup impacté vos vies, à vous et votre famille. Tu vois, pendant qu'il est en train de parler, t'as Pierre qui s'est un petit peu décalé du bureau,
et qui se positionne dos à toi en regardant dehors par la fenêtre, la pluie tombée et les éclairs traverser le ciel. Si je vous ai fait venir ici, c'est en grosse partie à cause de vos qualités d'inspecteur et de vos états de service, et particulièrement de votre connaissance des Budvaji et des Sevenchenko. Avant que nous commencions à discuter dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que vous pouvez avoir une confiance absolue dans l'inspecteur Blanc qui travaille avec de nombreux services du Bastion, et que tout ce qui est dit entre ces murs ne doit pas sortir de ces murs. Ne vous en faites pas pour Pierre, j'ai une confiance absolue en lui. Est-ce que le nom de Sergei Dinarov vous dit quelque chose ? Au moment où il dit ce nom, j'ai un flash dans la tête d'un mec hameçonné à un plafond, à poil, à moitié écorché, en train de se vider de son sang dans une casse. Mais je reste incroyablement impassible et froid. Il ne me semble pas que vous aviez mené l'assaut sur les studios Dinarov à l'époque. C'était une autre équipe qui s'en était chargée. Nous, on était allés directement dans le club. Nous avions des suspicions sur l'implication de Dinarov parmi les Budvaji, mais officiellement nous n'avions aucune nouvelle de lui depuis une décennie à peu près. Quelques rumeurs par-ci par-là, un informateur qui pouvait dire qu'il avait vu, qu'il avait entendu parler de lui. Et là il sort un autre dossier qui est un petit peu plus épais celui-là, puis il commence à sortir des photos. Et tu reconnais instantanément ce qu'il y a sur ces photos, puisque tu as quitté cette scène de crime il y a quelques jours. Tu vois, Varel guetter un petit peu ta réaction depuis l'autre côté du bureau. Quand il pose les photos, alors j'attends qu'il les ait posées, puis je me penche dessus. Pareil, je reste très impassible et très froid. Avant l'opération Panthère et avant que je décide de partir en croisade contre le crime organisé, j'aurais peut-être pu avoir des réactions encore, mais après l'opération Panthère, c'est fini, quoi. C'est ce genre de truc, c'est devenu mon quotidien. Je les regarde et par contre, je fais mine de m'y intéresser, de les découvrir, donc j'en prends une. Je fronce un peu les sourcils pour faire genre, je regarde un détail, je les repose et je lève les yeux vers lui. C'est quoi ça, une punition de mafieux? D'habitude, ils sont moins inventifs. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une punition de mafieux, mais il y a un autre élément dont j'aimerais vous faire part. Et là, il sort d'autres photos du dossier, de deux autres personnes. Il y a un homme un petit peu plus jeune, il doit avoir une vingtaine d'années. Un homme qui, tu penses, d'après l'état du corps, doit avoir peut-être la quarantaine. Et ils sont dans le même état. Câble dans le dos, il y a des crochets qui surélèvent le corps, lacération partout, paupières et lèvres tranchées. Il y a un détail qui te fait percuter tout de suite. En fait, tu captes que sur ces autres photos, il n'y a pas de sang. Sur ces photos, il y a des bocaux dans lesquels tu devines ce qui ressemble à des organes. Marc Varel attend que tu aies terminé de regarder en prenant une énorme taffe sur sa cigarette. Sergei Dinarov est la troisième victime d'une série qui semble avoir commencé il y a 1 an environ. Vous voulez dire qu'on aurait un tueur en série sur les bras? C'est une possibilité que nous ne pouvons exclure. La raison pour laquelle je vous ai fait venir ici, c'est que nous craignons que ce meurtre soit l'étincelle qui embrasse complètement la ville et qui la plonge dans le chaos. Les Budvaji sont déjà nerveux et très agités depuis quelque temps, entre leur position sur l'échiquier du crime qui peut les rendre sujets à des représailles, et les actions, vous avez sans doute entendu parler d'Ushku. Je souffle du nez avec un petit air de dédain en fait. Oui. La fable qui se raconte, un gars tout seul qui ferait ça, j'y crois pas. À mon avis, c'est des règlements de compte. Vous n'y croyez peut-être pas, Castelli, mais les Budvaji, eux, ont l'air d'y croire en tout cas. Ils se sont beaucoup agités, plusieurs de nos hommes se sont été pris à partie par des membres de leur famille. Nous avons pas mal de pertes, comme vous le savez, la police est dans un état de désorganisation totale avec la montée de la violence actuelle. Nous attendons à ce que des manifestations violentes aient lieu en ville pour répondre aux mesures que nous mettons en place pour la sécurité de nos concitoyens. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de monter une unité spéciale. Et du coup, j'imagine que vous demandez de la rejoindre? Je ne vous demande pas de la rejoindre, inspecteur Castelli. Vous la rejoignez. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires sur lesquelles vous travaillez sont soit classées, soit données à un autre officier de police. Vous serez tenu de suivre une évaluation psychiatrique. Et à partir de la semaine prochaine, vous rentrerez en contact avec les autres membres de cette unité. Étant donné la nature sensible de ce que je viens de vous dire, veuillez garder toutes ces informations le plus confidentielles possible. Il s'agit d'une opération qui est le fruit de la collaboration de plusieurs services de la police. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport à notre potentiel tueur en série, le modus operandi a l'air quand même
très travaillé. Ça ne ressemble pas à un coup d'essai. Ça ressemble pas à des premiers meurtres. J'imagine qu'il a dû laisser beaucoup, beaucoup d'autres traces. Notre unité aura un accès illimité à tous les dossiers, toutes les archives. Vous aurez accès aux pièces à conviction, aux archives, aux dossiers et aux scènes de crime. Mon autre question, ce serait on sera combien dans cette unité et qui seront mes futurs coéquipiers? Vous serez 4 au total. Le premier membre de cette unité est un agent de l'IGPN dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Martial Lemaître, ça vous dit quelque chose? Bon, vaguement, oui, je crois qu'on s'est croisés une fois ou deux. Le second membre de cette unité est en cours d'intégration étant donné sa situation délicate. Il s'agit d'une agente de la brigade des stupéfiants appelée Mallory Baron. Suite à un événement traumatique qui lui est arrivé sur le terrain, l'agent Baron est actuellement en arrêt, mais elle devrait reprendre du service d'ici la semaine prochaine pour commencer à enquêter. Quant au dernier membre de l'unité, je préférerais que son identité reste secrète pour l'instant. Il s'agit d'un agent dont la tâche sera en grosse partie de collecter directement des informations au sein des bouts de Vagie en infiltration. Bah voilà qui promet. Vous avez du pain sur la planche, Castelli. Vous avouerez que c'est pas pour me déplaire. On commençait un peu à s'encrasser dans les bureaux. Croyez-moi, vous allez retourner très vite sur le terrain et peut-être que vous cesserez de me remercier à ce moment-là. J'en ai maté des plus durs. Je me lève et avant de partir, je lui hoche une dernière fois la tête avec un petit chef et je me tourne vers Pierre. Pierre, si jamais je fais couler un café. J'arrive. Tu sors du bureau. Première question. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors dans l'ordre, en fait ça m'emmerde de bosser avec des gens, ça implique de forcément avoir à côtoyer des gens, à éviter des gens. Là on m'a donné 2 identités, Martial dont je me souviens vaguement et dans ma tête c'est un bleu, il va certainement faire chier. Surtout qu'en plus, si j'ai un fouineur dans les pattes ça va être chiant. Et l'autre nom qu'on m'a donné, c'est Mallory. Alors elle, pour le coup, j'avais rien contre elle tant que c'était sur les stupes et Mallory Baron, mais après il a enchaîné sur elle est en arrêt, elle a un trauma. Pourquoi on m'envoie une meuf avec des traumas dans une unité spéciale qui est censée attraper un tueur en série? Voilà, je suis en train de me dire, je vais me retrouver avec un bleu et une névrosée. Ça va me gonfler. Un autre qui me fait un peu tiquer, c'est l'infiltré. Parce qu'un mec qui est chez les bouts de Vasie, bon, il y a peut-être une chance sur deux que j'ai déjà buté. Si je l'ai pas buté, ça veut dire que potentiellement il y a un mec chez les bouts de Vasie qui à tout moment je peux lui tomber dessus et il va falloir avoir une discussion gênante sur qu'est-ce que tu fais là. Après le truc c'est que je suis quand même assez ravi aussi de la tournure qu'a pris la création de l'unité parce que j'ai plus besoin de gérer mes affaires courantes. L'autre truc, c'est que ça nous a ouvert une espèce d'accès total et illimité. On a une espèce de pseudo carte blanche, de ce que j'ai compris, sur les ressources auxquelles on peut avoir accès. Et ça, pareil, moi, pour mon activité, ça me parle un peu parce que du coup, j'aurais accès à encore plus de dossiers. Et après, par contre, pour l'enquête en elle-même, ça commence à me faire ruminer parce que voilà, moi, Dinarov, j'étais parti du principe qu'il s'était fait éliminer par les bouts de Vasie ou par un autre gang. Là, on a visiblement quelqu'un ou une autre organisation qui s'amuse depuis un an à faire ce genre de crime. Je suis intimement convaincu que ça fait pas que un an et que justement un de mes buts ça va être de fouiller dans les archives, dans toutes les affaires non classées, etc. pour voir s'il n'y a pas des modus operandi qui y ressemblent mais qui seraient moins élaborés. Voir si c'est une personne seule ou si c'est une organisation qui vient d'apparaître ou ce genre de choses. Quels sont les liens en fait entre tous ces gens-là, entre Dinarov, entre les bouts de Vasie, entre le ou les tueurs. Et ouais, du coup, une petite excitation quand même un peu, parce que voilà, une excitation morne, hein, une espèce de petite excitation un petit peu fadasse, mais bon, on part en chasse, quoi. Tu te rends dans une salle de pause qui est toute neuve pour le coup, hein, ça change un petit peu de tes bureaux quand t'étais quai des Orfèvres où c'était un petit peu plus exigu et vous avez une belle salle de repos avec une baie vitrée qui donne toujours sur ce ciel noir éclairé par les lumières de l'orage. Et tu es en train de te verser ce fameux café. Tu sens
une main se poser sur ton épaule. Et t'entends la voix de Pierre qui te dit alors camarade, on se retrouve encore à bosser ensemble? Il faut croire, ouais, et je lui tends du coup la tasse de café que je viens de remplir et que j'avais pas encore bu. On a été coéquipiers, fut un temps avec Pierre, donc voilà, je sais que mon café le fait grimacer, mais il le boit. Il prend une gorgée, il grimace un peu. Ah, il y a des choses qui changent pas. Il faut bien ça pour se réveiller. Alors du coup, dans cette fameuse affaire, tu auras quel rôle, toi? Je pense qu'ils aiment bien ma gueule. Ils se sont dit que je ferais un super agent de liaison entre les services. Ça m'arrange un peu, je m'occupe de gérer les dossiers entre les étages, je discute à droite à gauche, j'ai l'oreille d'un peu tout le monde. C'est plutôt chouette après quelques années sur le terrain. Et tu vois qu'effectivement, il y a un peu un contraste entre toi, le vieux briscard qui est sur le terrain, et lui qui clairement prend vachement soin de lui, qui est très propre sur lui. Un petit côté gratte-papier qui s'est créé, qui lui va pas trop mal. Bon, en tout cas, ça a l'air de te garder en forme, tout ça. On dirait que t'as pas pris une ride. Oh, tu sais, je prends soin de moi, et puis je me prends plus la tête sur les choses maintenant, tu sais. Ça fait plaisir de regarder tout ça d'un petit peu plus haut. À ça, je hoche la tête sombrement en buvant 3-4 gorgées de mon café épais. Bon, et toi, comment tu vas alors? Bon, c'est toujours la même routine ici, hein, tu sais. Chaque dossier est toujours plus dégueulasse que le précédent. Ah bah ça c'est sûr. Tu sais, c'est pas comme avant. Les limites ont sauté. Ces gens-là font plus la distinction entre déjà entre le bien et le mal, mais même dans leur manière de faire le mal, il y a quelque chose qui est différent. Ouais, il y a les petites frappes comme tu dis et tout, mais les gens pètent complètement les plombs. Il y a le nombre d'affaires que j'avais aux mœurs avant de passer ailleurs. De trucs sordides mais que tu peux même pas imaginer. Et c'est des gens comme toi et moi. Et d'après ce que j'entends d'autres collègues, les bruits de couloir, tout ça, c'est pire partout. Les gens se poignardent, se violent, se butent pour des raisons qui font pas sens. En plus avec cette saloperie qui court les rues là. Si tu savais le nombre de dossiers que j'ai sur des fusillades ou des camés qui s'entretuent pour une dose. Ces putains de tarés ont plus aucune limite, mais est-ce que s'ils ont plus aucune limite ou est-ce qu'ils attendaient juste une excuse pour faire n'importe quoi? Ça, je saurais pas te dire. J'ai quand même l'impression que c'était moins pire avant. C'est peut-être moins pire, mais je pense que les gens ont toujours été des enculés au fond d'eux et qu'ils attendaient juste l'opportunité pour faire ce qu'ils voulaient. Enfin! Je lui tends ma tasse de café, sortez à ça. Ah, tu changes pas, mon bon Léon, tu changes pas. T'as croisé le petit Valentin? Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Il bosse toujours à la crime aussi. Il est toujours dans ces conneries de théorie du complot, celui-là, ou... Oh, plus que jamais, plus que jamais. Euh, je crois que pour le coup, s'il y en a bien, que le boulot atteint, c'est lui. Je le vois pas faire de vieux os, il va finir par prendre sa retraite. Ou alors, les gars du dessus vont lui dire de prendre un poste dans un bureau. Ils peuvent plus continuer à l'envoyer sur le terrain comme ça. Il est fatigué peut-être, vieilli avec le temps. De toute façon, j'ai l'impression que ce qui s'est passé il y a 10 ans, ça l'a bien marqué aussi. Ouais. Comme nous tous. Et il te regarde en disant ça, tu vois que son regard a un peu changé, qu'il est un peu plus profond et il guette vraiment ta réaction quand il dit ça. Il faut bien qu'il y ait des gens qui tiennent le cap. Tout en souriant, il te retape l'épaule un petit peu. Ah, ça fait plaisir de te retrouver, puis ça va un peu te décarcasser tout ça, j'en suis sûr. À qui dis-tu? Je crois que j'ai pas foutu les pieds sur le terrain depuis au moins, je sais pas, 1 an ou 2. Mais quand il tape sur ton épaule d'ailleurs, il s'arrête un peu quelqu'un qui va pas souvent sur le terrain, tu gardes quand même sacrément la forme, mon vieux, putain. Faudra que tu me dises qui t'entraîne. Ah, tu sais, c'est un régime à base de café et de nuit sans sommeil. Ouais, c'est de quoi se nourrir le tout bon inspecteur de la crime, je pense. Il termine son café en silence en regardant l'orage dehors, qui explose un peu partout. Bon, je peux pas t'emmerder plus longtemps, mon vieux. Tu sais ce que c'est? Gratter des rapports, appeler des gens. Non, mais j'imagine que tu es très occupé et que tu as plein de personnes à aller te voir et de mains à serrer. Eh ouais, mais pendant toi, tu seras dans la boue, en train d'interroger des mamies pour savoir ce qu'elles ont vu ou fait. Bah, moi, je serai là, dans les bureaux. À interroger les secrétaires. Eh, je vois que tu me connais bien. Allez, passe une bonne journée. Quand il repart, je me tourne vers la fenêtre. Mon air est vachement plus sombre que ce qu'il a pu être. En fait, ça m'a un peu épuisé. Maintenir ce masque de bonhomie et de sociabilité, c'est devenu une épreuve un peu. Autant ça m'a fait plaisir d'une certaine manière de le revoir, parce que c'est toujours un plaisir de le revoir, autant on est tellement plus dans le même monde et on a tellement pris des chemins opposés. Il y a cette espèce de parallélisme en mode c'est un être de lumière quoi. Alors là où moi je suis une espèce de gargouille, ça m'a un peu fatigué de maintenir ça, mais du coup c'est pour ça que je profite de mon café en regardant l'orage. Quelques heures plus tard, donc après que tu aies passé ce temps à
éplucher des dossiers pour décider à qui les remettre, mettre en ordre ton bureau. Tu prends donc la voiture, tu pars complètement de l'autre côté de Paris, puisque Audrey t'a donné rendez-vous dans un café, dans un arrondissement un petit peu huppé, et la pluie s'est un peu calmée au moment où tu te gares, du coup, dans ce petit arrondissement tout à fait chaleureux et mignon, vraiment le Paris qu'on montre aux touristes. Et maintenant, au moment où tu sors, c'est une bruine glacée qui te prend jusqu'aux os. Et elle t'a donné rendez-vous dans un café qui s'appelle sobrement le Café de la Place. La place en question, c'est une petite place pavée, très mignonne, avec une petite fontaine au milieu. C'est éclairé par des guirlandes qui donnent une petite chaleur à cette journée morne et grise. Ça, ce café qui, du coup, il y a une lueur orangée sous les nuages noirs qui te donne vraiment la sensation que c'est le dernier rempart face au froid. Et il te faut que quelques enjambées pour en rejoindre l'intérieur. En 4 pas, j'y suis, mais ça dure une éternité parce que là, pour le coup, c'est pas que la bruine, hein, qui me file des frissons. En fait, c'est tout le décor. Je suis littéralement pas à ma place. Et dans un tout petit Paris mignonné avec des troquets, des gens propres sur eux. Moi, je suis là avec mon vieux manteau élimé, ma gueule cassée. Et c'est un peu les pas du condamné, quoi. Je l'ai fait, mais j'ai l'impression de me voir les faire. Tu finis toutefois par rentrer. Et c'est un petit bistrot typique. Grand comptoir qui arrive jusqu'au bout du bar. T'as une espèce de vieillard à l'air grincheux qui te grommelle une salutation quand tu rentres. Accueil parisien typique. Avant de se replonger dans le journal qu'il était en train de lire. Et Audrey, elle est assise quelques tables plus loin. Tu la reconnais instantanément. Donc Audrey, une femme qui a la quarantaine. Toujours aussi belle, tu peux pas t'empêcher de le remarquer instantanément. L'âge lui va très bien. Elle a ses cheveux auburn qui sont constellés de mèches blanches que tu avais déjà vu poindre il y a 10 ans quand tu lui causais beaucoup de soucis. À partir du moment où tu débarques dans le café, tu vois qu'elle était en train de pianoter sur son portable, puis elle relève la tête et tu vois qu'il y a une expression détendue sur son visage. Ses traits qui sont vraiment fins et se ferment instantanément. Elle prend un air très pincé. Elle attend que tu t'asseyes devant elle dans un silence très profond. Je fais avancer mon grand corps pâteau. Moi qui 3 nuits auparavant faisais la panthère à me glisser derrière des gens pour leur ouvrir la gorge. Là vraiment, je bouscule une chaise. Mon énorme corps d'Armand Normande, il me gêne plus qu'autre chose et j'arrive un peu patautement devant la table. Et en fait, je sais jamais comment la saluer. J'ai un mouvement pour aller vers elle et en fait, je balbutie un bonjour et je me pose Elle n'a aucune hésitation dans sa voix quand elle te dit bonjour Léon. Alors, comment ça va? On fait aller, enfin c'est la routine quoi. Le boulot change pas. Et toi? Oh bah tu sais, la routine aussi. Le boulot change pas pour moi non plus. Les choses se passent bien, si on veut. Vu que je sais pas où me foutre et qu'elle a le don de me mettre mal à l'aise, en fait, c'est pas qu'elle me met mal à l'aise, mais il y a 1,5 milliard de sentiments confus en moi à chaque fois que je la vois. Et là, ça fait vraiment très longtemps qu'on s'était pas vu. Comme on dit, ça fait bien facilement 2, 3, voire 4 ans qu'on s'est pas vu. Pour couper court un peu au truc et qu'elle arrête de ne pas parler. En fait, ça me renvoie aux années où je pouvais lui reprocher de parler trop, en fait. Et là, du coup, elle ne parle plus. Tout en buvant mon mauvais café et en pestant contre le serveur et contre le troquet. Je lui dis, tu voulais qu'on parle à propos de Franck, c'est ça? Oui Léon, je voulais qu'on parle de Franck. Je préfère être direct, ça m'enchante pas du tout de me sentir obligé de prendre contact avec toi parce que depuis 10 ans, j'ai vraiment l'impression que tu ne t'intéresses pas du tout à notre vie de famille, tu ne t'intéresses pas à ton fils. Alors c'est pas vraiment une surprise, c'était déjà le cas quand il est né, pendant toute la fin de notre relation, mais Non, je m'intéresse à vous, je m'intéresse à Franck, c'est mon gamin, mais je peux pas juste abandonner mon boulot comme ça, tu le sais. peut-être, je veux bien te croire. La confiance que je peux avoir en toi va dépendre exactement de ce que tu vas me dire et des concessions que tu es prête à faire après que j'aurai terminé de parler. Franck ne va pas bien. Ses résultats scolaires chutent. Cette année, c'est pire que tout. Il ne me parle pas. Il reste seul beaucoup. J'ai eu beaucoup de rendez-vous avec certains de ses professeurs qui manifestent leur inquiétude quant à sa personnalité, son travail, ses fréquentations, des rendez-vous auxquels j'ai essayé de te convier plusieurs fois par ailleurs.
Excuse-moi, je devrais pas m'acharner sur toi de cette façon et je suis sûr que tu as de très bonnes raisons de faire ce que tu fais, mais Du coup, je ravale la phrase que j'étais sur le point de sortir pour me défendre penaudement sur le fait que effectivement, j'étais en enquête, je l'écrase bien au fond, de ma grosse gorge. Léon, je vais pas passer par quatre chemins, c'est un petit peu un ultimatum que je te fais. Franck a besoin de toi. Je sais que tu lui manques. Il me parlait de toi à une époque et je pense que et tu vois que c'est très dur pour elle de l'admettre. Je pense qu'en tant que mère, j'ai merdé parce que j'ai voulu le préserver de toi. J'en avais marre des enquêtes, j'en avais marre des soirées à t'attendre, j'en avais marre d'angoisser et je voulais pas qu'il vive ça. Et j'ai l'impression qu'il en souffre beaucoup. Et maintenant qu'il est en train de rentrer dans l'adolescence, il vient d'avoir 12 ans, il est seul. Je sais pas je sais même pas s'il a vraiment des amis ou pas. J'ai vraiment peur qu'il tourne mal. Et il a besoin que tu sois là pour lui. Je hoche la tête, longuement, pendant tout son discours et même encore après. Je regarde le fond de ma mauvaise tasse de café là, vide. Tu pas merdé Audrey, te tu fait ce que tu pensais être bien à ce moment-là et je t'en veux pas pour ça et il t'en veut pas pour ça et de toute façon, même si je t'en voulais pour ça, c'est pas la question, mais si le gamin a besoin que je sois là, évidemment que je trouverai le temps, il suffit juste de me dire quand et je fais en sorte d'être là. Est-ce que ce serait possible pour toi de, même si c'est un week-end par-ci, un week-end par-là, peut-être 2 fois par mois ou quelque chose comme ça, que tu puisses, je ne sais pas, te le prendre chez toi ou juste que vous passiez du temps ensemble. Et son père lui manque. Il y a aucun souci là-dessus, mais en disant ça, moi, je vois mon appartement et si clairement il y a un souci là-dessus, j'habite dans un putain de trou, qui est absolument pas apte à recevoir un enfant de 12 ans, même si je sais que, je suis probablement en train de mentir, je peux pas prendre le risque que juste elle disparaisse, avec le gosse et en plus de ça, mon gosse va mal, quoi. Moi, en fait, si à la base, j'ai niqué ma vie, c'est parce que, il fallait plus qu'aucun gosse il aille mal et encore moins le mien. Il va falloir que je fasse encore plus d'efforts pour redresser la barre. Les cadeaux déposés devant la porte à Noël et aux anniversaires, ça suffit pas. Je lui dis: «Oui, il y a pas de souci», mais dans ma tête, je sais qu'il y a 1 milliard de soucis et que c'est certainement voué à partir droit dans le mur et en fait, je me fais déjà les films de moi qui trahit encore la confiance de mon gamin. Mais au fond de moi, je me dis aussi que, il y a peut-être un monde où ça passe, quoi. Visiblement, elle sent que ça s'agite beaucoup dans ta tête au moment où tu lui dis un simple ouais, pas de souci. Tu vois qu'elle s'adoucit un petit peu et elle te dit tu sais, une simple présence, ça suffirait. Si s'il faut s'arranger autour de ton planning ou il est seul, ce gosse, et les choses deviennent de plus en plus difficiles avec lui. Et je vais être très honnête avec toi, si ça marche pas, je vois pas un monde dans lequel on peut rester en contact, et nous, ou même moi et Franck, on peut rester sur Paris et avoir une vie normale. Là, encore une fois, je hoche la tête et pendant que je hoche la tête, il y a une fraction de seconde où, il y a quand même la pensée de me dire, «Et au final, est-ce que ça serait vraiment si pire?» Qu'il se barre vraiment quoi, qu'elle et lui juste se barrent le plus loin possible de moi. Puisqu'au final, c'est moi, hein, le problème dans l'équation donc je me dis: «Est-ce qu'au final, s'ils se barraient pas là les 2 vraiment, à l'autre bout de la France, voire dans un autre pays, est-ce qu'au final ce serait pas ça la solution?» Mais après je rebondis sur, oui, oui, si jamais, je peux aller le choper après l'école ou quoi que ce soit, on peut essayer d'organiser ça, oui, oui, On va commencer comme ça alors. Toutes les semaines, on se tiendra au courant des moments où tu es disponible et tu peux t'occuper de Franck et on verra pour la suite. D'accord? ouais, 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 on fait ça, on peut faire ça. Est-ce que je peux vraiment compter sur toi, Léon? Oui, oui, bien sûr. Et en lui disant ça, je la regarde dans les yeux, avec un regard qui est pas aussi franc que j'aurais peut-être voulu, quoi. Mais je la regarde, voilà, j'essaie de soutenir son regard et de la rassurer autant que je peux, sauf que ça fait très longtemps que j'ai plus fait ce genre de regard-là, donc Elle soutient ton regard, ça dure un petit moment, finit par prendre son café et en boire une gorgée. Et, ce dont nous avons le plus besoin, lui et moi, c'est de savoir que il compte autant pour toi que toi tu comptes pour lui.
évidemment. Eh bien, nous verrons. Il y a encore un moment de silence qui se fait. Puis elle termine son café en vitesse, elle te regarde dans les yeux et je pense pas qu'on ait grand chose de plus à se dire. Je reste en contact avec toi. Je hoche la tête, penaudement, sans trop rien dire, et juste j'attends le moment où elle va se lever pour se barrer et lui dire, hein, juste, ouais, «Prends soin de toi, prends soin de lui» et après je vais me rafaler sur mon siège pourri là en bois et redemander un autre café. C'est ce qui se passe. Elle s'en va. Tu restes seul dans ce café vide. Et on va imaginer un instant que tous les deux, on est en observateur de l'autre côté de la vitre de ce café, que lentement, on s'éloigne, on prend de la hauteur, on regarde Paris de haut, et on termine notre petite interlude ici. Vous venez d'écouter le premier interlude de la première partie de Néon et Opale, une campagne pour Cult Divinité Perdue écrite par Jericho. Cult est un jeu de rôle édité en France par Arcane Asylum et écrit par Robin Lilienberg et Peter Nallo. La musique entendue tout au long de ce récit a été composée pour le podcast par Ciaris. Tommy the Cat joue le rôle de Léon Castelli et Jericho, celui de maître de jeu. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode et à très vite pour la suite de Néon et Opale.